Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires. Dans cette édition, nos partenaires vous ont réservé un condensé de l'actualité de cette période de fin d'année. Voici d'ailleurs le tout premier reportage de ce journal. Je m'appelle Elia. Je suis la portée. Elia est disponible 7 jours sur 7 et ne prend jamais de vacances. Cette nouvelle borne permet aux consommateurs de comparer les prix avec une autre enseigne, d'obtenir des suggestions de repas ou encore de connaître les promotions en cours. On a toujours voulu savoir ce que nos clients pensaient, ce qu'ils plébiscitaient, ce qu'ils voulaient avoir, mais sans jamais oser leur demander, à part un email et un numéro de téléphone. Donc nous, ce qu'on a utilisé, c'est simplement les modèles LLM ChatGPT qu'on a habillés et qui nous permettent de poser des questions et d'avoir des réponses. Quelques mètres plus loin, une autre borne a fait son apparition. Une caméra couplée à l'intelligence artificielle analyse la morphologie et l'âge des clients afin de leur proposer une publicité personnalisée. Je viens de faire changer le contenu pour un visuel qui lui est ciblé, qui n'est pas interruptible et qui va durer à peu près 8 secondes jusqu'à la prochaine analyse. En fait, on se base juste sur l'apparence de la personne. De l'autre côté de l'écran, ce sont ces développeurs qui travaillent, ajustent et collectent les informations. Pour éviter d'avoir à regarder au cas par cas chaque conversation, on a à disposition en fait des graphiques de statistiques plus globaux de toutes les conversations qui ont été enregistrées dans le magasin. Une technologie encore en phase de test. Ces outils intégrant de l'intelligence artificielle sont une révolution dans nos modes de consommation quotidiens et il semble que ce ne soit que le début. Cordiste, c'est un métier où il ne faut pas avoir le vertige. Les cordistes sont des professionnels du travail en hauteur. On en compte près de 15 000 partout en France. Ces derniers sont d'ailleurs amenés à travailler dans des situations périlleuses comme des silos. Notre partenaire Télé-Nantes a pu assister à une formation de ces jeunes cordistes. C'est très intéressant. Regardez. C'est dans ce silo à 12 mètres de hauteur que ces aspirants cordistes s'entraînent à descendre ce matin. Un exercice pour s'adapter aux conditions spécifiques de ce type de milieu. On est sur un milieu confiné qui fait que directement c'est très difficile de venir nous chercher si on a un problème. L'air est toujours le même dans une espèce de bouteille, donc très vite on va monter les différents risques du fait de ce milieu confiné. Ce mercredi, ils sont 4 à suivre cette formation, la dernière avant de commencer leur carrière. Maxence a d'abord été soudeur chez les Compagnons du Devoir avant de se tourner vers le métier de cordiste par appétence pour le vide. J'ai cherché des formations qui pourraient me plaire, où il y aurait des sensations fortes, des liens avec la hauteur. Et je suis tombé sur la formation cordiste. Ça fait 2 ans et j'ai découvert ça et j'ai su que c'était ça qui me plaisait. Attends qu'ils se mettent en position, toi tu es à bosser sur tes cordes. Le reste de la matinée a été dédié à la répétition des gestes à faire pour secourir son binôme si celui-ci venait à s'évanouir. On ne doit pas découvrir une situation au moment où ça se produit, parce que là, avec la montée d'adrénaline, c'est très difficile d'imaginer un plan, donc tout est déjà planifié. Chaque année, ce sont près de 1500 jeunes qui sont formés en France à ce métier. Ouvrons une page environnement maintenant. LVMH travaille depuis plusieurs années sur son impact environnemental lié à ses activités et de nombreuses actions sont menées quotidiennement par l'ensemble des maisons du groupe. Ainsi, à l'occasion d'une soirée exceptionnelle, Life 360 Award, c'est son nom, LVMH a tenu à saluer les meilleures initiatives qui illustrent ses engagements. Les équipes du Grand JT des Territoires étaient présentes sur place, avenue Montaigne à Paris. Regardez. Il y a plusieurs objectifs au fait d'organiser ces awards. D'abord, c'est de faire connaître les initiatives qui existent dans les maisons parce qu'il y a énormément de choses, mais ce n'est pas connu d'une maison à une autre. Donc là, ça permet de mettre la lumière sur les initiatives les plus remarquables. Le second objectif, c'est de montrer le lien qu'il y a entre sustainability et business. Et d'ailleurs, on l'a vu lors de la remise des trophées, c'était les présidents des maisons qui venaient les recevoir et qui ont tous dit, avec leurs mots évidemment, que la sustainability était intégrée dans leur stratégie. Cette année, nous avons également voulu étendre ces récompenses à tous les grands projets d'envergure en cours, menés dans le cadre de nos coopérations en matière de chaîne d'approvisionnement,
de production, de logistique, d'emballage, de formation et de management, couvrant ainsi tous les secteurs d'activité de notre groupe. Le Salon international de l'agriculture se tiendra en février prochain, porte de Versailles à Paris. Et cette année, les organisateurs ont décidé de choisir comme égérie la race Brahman. C'est la première fois que ce salon met à l'honneur une race ultramarine qui fait la fierté des agriculteurs martiniquais et guyanais. Présentation de cette belle vache avec ATV, regardez. Plus qu'un emblème, un patrimoine. La vache Brahman représentera les couleurs de la Martinique et de la Guyane au Salon international de l'agriculture. Une fierté pour notre territoire, mais aussi pour tous ceux qui travaillent à leur côté. Dans mon travail, j'aime tout. C'est un métier qui me plaît énormément. Tout ce que je fais, tout ce qu'il y a à faire dans l'élevage, ça ne me dérange pas. Pour moi, c'est une chance de travailler avec le bovin Brahman. C'est la meilleure race qui s'adapte. Arrivée en Martinique dans les années 1950, la race Brahman, reconnaissable à sa bosse, son fanon lâche et ses grandes oreilles, est appréciée pour sa viande maigre et savoureuse. C'est une grande fierté, autant pour l'ensemble de la production agricole que pour l'ensemble des Martiniquais et même plus largement des Guyanais qui œuvrent à développer cette race depuis plusieurs dizaines d'années sur les deux territoires. C'est la première fois qu'une région ultramarine exporte en fait sa génétique bovine à direction de la France hexagonale. Et donc nos animaux ont fait l'objet d'une préparation sanitaire et technique assez poussée. Un éleveur égérie qui a été sélectionné pour représenter fièrement les couleurs de la Martinique et de la race Brahman. L'éleveur derrière la future égérie s'appelle André Prosper. Installé à Trinité sur les terres du Galion, il gère un cheptel de 300 brahmanes. Héritier d'une lignée d'éleveurs, il poursuit le travail lancé en 1975 par son père Roger, pionnier du développement de la race sur l'île après l'abandon progressif de la canne. Depuis 40 ans, l'éleveur sélectionne, améliore et valorise la Brahman tout en jouant un rôle actif au sein de l'UEBB. C'est l'UEBB donc qui gère le projet et qui a déposé la candidature donc de la race Brahman au Salon de l'agriculture au mois de février. Nous avions l'ambition de porter haut les couleurs de notre race, de porter haut les couleurs de notre territoire et de notre production agricole. Une vitrine incontournable pour nos territoires ultramarins qui mettra en lumière l'excellence et le savoir-faire de notre agriculture. Et puis, tout à fait autre chose, on estime que les fruits et les légumes représentent près de 42% du gaspillage alimentaire chaque année. C'est énorme, un chiffre très conséquent. Pour lutter contre la production des pommes, par exemple, et leur gaspillage, une association bretonne a décidé de les transformer en jus et de les vendre au profit d'associations. Une très belle initiative que nous raconte TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, et Nora Le Nôtre. Les pommes, ce n'est pas ce qui manque à la cidrerie de la Baleine. Les bénévoles doivent maintenant les transformer en jus. Chacun connaît parfaitement son rôle, la machine est bien huilée. Là, on est en train de mettre les sacs des pommes qui sont passés au hachoir, au broyeur. Du coup, les copains, là, ils mettent ça en sac. Et les sacs, on les range ici en tas, avant qu'ils soient passés au pressage. Regarde là. Les belles pommes de Guy Pava. Les pommes de Guy Pava, donc il y a plusieurs. Hervé est venu de Guy Pava jusqu'à Plabennec pour déposer ses fruits à la cidrerie. J'en ai trop. Cette année, j'ai à peu près 1 tonne de pommes. Donc je ne vais pas les laisser pourrir. Je préfère les donner à l'association qui va faire des bonnes actions pour Madagascar. Ces cajots rejoignent les 6 tonnes de pommes qui attendent d'être pressées. Cela fait 15 ans que cette bande de copains de Plabennec a lancé l'opération Pomme Pompidou. Chaque litre est vendu 2,50 € et l'argent est reversé à 3 associations différentes chaque année. Une manière d'allier solidarité et lutte contre le gaspillage. On a constaté que les gens jetaient des pommes à la déchetterie. Et nous autres, on avait un pressoir, on est en association, on a acheté un pressoir ensemble pour faire du jus de pomme pour nous et nos familles et nos amis. Et on s'est dit que c'est trop bête ce gaspillage. En 15 ans, l'association a collecté près de 100 000 €. Il est possible de déposer des pommes ou d'acheter du jus à la cidrerie de la Baleine à Plabennec. Toujours sur le gaspillage des fruits et des légumes, un Toulousain a quant à lui ouvert une boutique unique dans le pays, la vente de fruits et légumes lyophilisés. Et oui, ici les produits sont asséchés pour retirer l'eau et permettre une conservation jusqu'à 5 ans. Explication de ce concept formidable avec la Dépêche du Midi, nos partenaires sur place. La lyophilisation, ça va être déshydrater le produit, mais par contre le déshydrater à très très basse température. Pour commencer, on va amener le produit à moins 35 degrés. Sauf que quand on amène un produit en congélation,
des cristaux de glace se forment et vont détruire ou altérer plutôt le produit, les vitamines. Là, ce qui va se passer, c'est qu'en descendant à moins 35 degrés, en même temps, on va faire suivre une courbe de pression. Ce qui permet, cette courbe de pression, de mettre l'eau dans un état quantique un peu particulier, puisque à moins 35 degrés, elle va se retrouver évaporée. Le pop-corn est la confiserie préférée des salles de cinéma, on le sait tous. Sucré ou salé, à vous de choisir. Alors je vous emmène dans une usine de production de cette friandise qui propose des saveurs très insolites. Les salles de cinéma demandent même des créations sur mesure. Reportage de Vosges TV. Elle en a fait du chemin depuis 12 ans, la petite entreprise familiale. À Rue-sur-Moselle, celle qui s'appelle désormais Popcorn Gourmand, anciennement Papy Popcorn, ne cesse d'accroître son activité. Une fierté pour ceux qui au départ avaient démarré un peu au culot avec une vingtaine de kilos au marché de Noël de Plombières et qui aujourd'hui produisent près de 700 kilos de popcorn par jour pour un chiffre d'affaires de plus de 500 000 €. Si l'ascension a d'abord été progressive, il y a un an, l'entreprise a véritablement pris son envol. Nous avons trouvé des nouveaux clients. Donc comme Kinépolis, Pâté, nous travaillons avec pas mal de traiteurs sur Paris aussi. Ça nous a fait décoller, puis c'est une très grande fierté parce que quand on a démarré le popcorn, personne n'y croyait trop. Là nous avons Mirabelle, Sapin des Vosges, chocolat façon truffe. Ici c'est la pomme cannelle rouge. Et là pour les fêtes de fin d'année, en salé, nous avons sorti un nouveau parfum, la truffe champignon. Au total, 45 parfums aux saveurs sucrées, salées ou chocolatées, parfois insolites, souvent inédites, notamment lorsque certaines salles de cinéma demandent une création sur mesure pour accompagner la sortie d'un film. Souvent, maintenant, ils nous demandent un parfum spécial. On va essayer de sortir le spéculoos aussi pour le début de l'année. Je pense que le popcorn en France, avec le retard qu'on avait sur l'Angleterre et tout ça, on est en train de prendre de l'avance aussi maintenant. Un maïs d'origine principalement française que la marque vosgienne proposait pour la première fois cette année au bar à popcorn du Festival de Cannes. Preuve que la friandise plutôt populaire des cinémas attire désormais un nouveau public. C'est vrai que dans la clientèle, on aura des restaurateurs qui sont très intéressés. Donc déjà pour le salé en apéritif et puis aussi la petite touche sur une assiette gourmande, un petit chocolat. Et on s'en aperçoit dans la boutique, les gens achètent peu mais bien et pour déguster Prochain objectif pour l'entreprise, investir dans une ensacheuse automatique pour varier ses conditionnements et acquérir encore de nouveaux marchés. Tout à fait autre chose, la consommation des sauces piquantes explose ces dernières années. Nous vous emmenons d'ailleurs au cœur de la maison Martin dans les Yvelines qui s'est spécialisée dans la fabrication de sauces piquantes aux différentes saveurs. Vous allez le voir, accrochez-vous, ça risque de piquer un peu. Reportage de TV78, Grégory Canal. Je me suis rendu compte en fait que ce fruit merveilleux, mais vraiment merveilleux en fait, révélait vraiment énormément de parfums en fait au-delà du brûlant. C'est dans ce local à Viroflay que tout a commencé. En 2019, Anna, Benjamin et Jean-Baptiste, 3 cousins chefs cuisiniers, fondent Maison Martin, une fabrique indépendante de sauces et condiments piquants. En remplissant les bouteilles à la main en fait avec un entonnoir à piston, donc dans une marmite qui faisait 25 litres, on a fait comme ça à peu près 300 000 bouteilles sur 2 ans et demi. Aujourd'hui, la production a été délocalisée dans une fabrique dans le Loir-et-Cher. Là-bas, les piments essentiellement cultivés en France l'été sont broyés et fermentés pour être conservés dans des fûts pendant 1 ou 2 ans. Environ 60 tonnes de piments vieillissent ainsi en cave avant d'être utilisés dans la fabrication des sauces. Leurs recettes sont en revanche toujours imaginées dans les Yvelines à Viroflay. Ici, c'est les laboratoires, c'est la cuisine de recherche et développement. Hein. Donc c'est là où vont être créées en fait toutes les recettes de chez Maison Martin. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. On a des petites casseroles, une balance, des épices, des purées de piment. Et là, on fait des essais et des essais. Et on recommence. Il faut savoir sur à peu près 100 essais que je fais, il y a peut-être à peu près 2% même pas des sauces en fait qui voient le jour après en termes de commercialisation. Une vingtaine de sauces sont au catalogue en ce moment. Maison Martin prévoit de produire 1 million de bouteilles cette année. Depuis sa création il y a 6 ans, l'entreprise ne cesse de se développer. On est sur un marché en fait émergent un petit peu de la sauce piquante en France. On est plutôt un pays qui a une culture du poivre
plutôt qu'une culture du piment. Mais néanmoins, c'est un marché en très forte croissance. Il y a des émissions dans tous les sens. Il y a des choses pimentées qui sortent tous les jours. Donc on est vraiment sur une trend là assez forte. En France, les ventes de sauces piquantes auraient grimpé de 30% en 5 ans. Le marché mondial représenterait aujourd'hui plus de 3,5 milliards d'euros. Et puis connaissez-vous le lien entre la Corse et le Japon? Eh bien figurez-vous que c'est la châtaigne. Durant plus d'une semaine, une délégation japonaise a sillonné l'île de Beauté à la découverte d'un produit emblématique de la gastronomie insulaire. Des montagnes corses aux campagnes japonaises, ce fruit symbolise à la fois tradition et identité. Écoutons Vanina Bernard-Léoni, organisatrice de cette rencontre au micro de Télépaésé, nos confrères en Corse bien sûr. On ne le sait pas toujours, mais la châtaigne est une grande passion des Japonais. C'est un fruit qu'ils produisent depuis très longtemps, qu'ils consomment aussi énormément, ils importent. Et en fait, ça faisait des années que moi j'avais ce petit rêve de rapprocher la Corse et le Japon autour de la châtaigne. J'ai renoué avec une amie qui est spécialiste des échanges interculturels entre la France et le Japon. Ensemble, nous avons investigué pour trouver une entreprise qui était intéressée par la châtaigne au Japon. On leur a parlé de la Corse et ils ont été de plus en plus séduits par ce qu'on leur racontait. Ce que nous avons en partage en Corse et au Japon, c'est que la châtaigne est bien plus qu'un fruit, c'est tout un symbole d'identité. Et puis voici maintenant dans ce journal un portrait savoureux sur le métier de luthier. Cette profession demande beaucoup de patience et de précision. En Haute-Savoie, Nicolas est luthier depuis plus de 30 ans et il est l'un des meilleurs en France. Il a d'ailleurs récemment reçu une récompense unique au monde. Regardez ce reportage de 8 Mont-Blanc. Entre copeaux de bois et odeur de vernis, Nicolas Saumagne redonne vie aux instruments à cordes. Luthier, installé depuis 30 ans à La Roche-sur-Foron, il accueille musiciens et passionnés venus du monde entier. J'étais violoncelliste au conservatoire à Brest et donc il faut forcément passer un jour chez un luthier et ça m'a bien plu. Ensuite j'ai postulé à l'école de lutherie il y a bien longtemps maintenant et j'ai été pris. Ensuite avec mon épouse on est parti travailler en Belgique, à Paris, en Allemagne à Bremen, au Canada, avant de s'installer à La Roche il y a 30 ans. Depuis, les journées s'enchaînent entre accueil des musiciens, fabrication et surtout restauration d'instruments anciens. Un travail long, minutieux, où le bois demande rigueur et patience. Ici, chaque instrument avance à son rythme, certains restent plusieurs mois, parfois plusieurs années sur l'établi. Le temps de restauration d'un instrument, c'est très variable. On peut parfois passer une dizaine de jours, ce qui est une petite restauration. Et il y a des instruments qui peuvent rester plusieurs années à l'atelier. J'ai un violoncelle qui est resté 4 ans. Son savoir-faire attire des musiciens du monde entier, Suisse, Italie, Japon, États-Unis. Un niveau d'exigence qui s'est illustré récemment avec la restauration d'un violon unique, récompensé par le prix Artinov. On a reçu le prix de la dynamique artisanale pour un projet de restauration sur un Amati. C'était le maître chez qui a appris Stradivarius. Et donc ce violon avait été dégradé avec un ajout de vernis conséquent dessus. Et on a fait faire une stratigraphie avec le laboratoire de biosciences de Polytechnique Paris pour pouvoir savoir les différentes couches de vernis qui avaient été posées sur l'instrument. Avant, on travaillait à l'aveugle sans savoir ce qu'il fallait qu'on retire, comme font les gens qui rénovent les tableaux pour essayer de retrouver les couleurs d'origine. Et nous, on partait aussi à l'aveugle, et avec cet appareil-là, c'est la révolution, quoi. Dans son atelier, Nicolas Saumagne perpétue un savoir-faire ancien, tourné vers l'innovation. Une reconnaissance pour un artisan qui redonne vie aux instruments d'hier. Je suis sûr que vous connaissez les aventures de Tintin, célèbre partout dans le monde. Son histoire a été adaptée et traduite en beaucoup de langues. Mais récemment, une nouvelle version de cette BD, Les bijoux de la Castafiore, pas la moindre, a été traduite en champenois. Regardez ce reportage de notre partenaire sur place, Canal 32. Coumasson parloyi cédra pis et couverte, attachons-les solidement à cette poutre. Traduction, commençons par lier ces draps puis attachons-les solidement à cette poutre. Tintin, le secret de la licorne sera disponible en version champenoise dans une 50aine de librairies. Les bijoux de la Castafiore édité en novembre dernier s'écoulaient à plus de 3000 exemplaires, de quoi motiver la maison du folklore de Champagne de renouveler l'expérience. Pour les tintinophiles,
les 2 albums qui sont le plus important de la série de manière générale, hein, c'est Le Secret de la Licorne et Le Trésor de Rackham le Rouge. C'est là où on rencontre le Capitaine Hook véritablement, c'est là où on achète le château de Moulinsart. Transposer les aventures du célèbre reporter imaginé par Hergé, un projet qui aura mobilisé pas moins de 4 traducteurs durant 6 mois. Résultat, 64 pages et un glossaire traduit en 3 langues. Ce second album étant parlé d'Acherocourt, un petit village situé près de Sedan, tandis que le glossaire, donc les mots compliqués, sont traduits bien évidemment en français, en parler de la Côte des Bars et également en parler de championnat de Belgique. C'est la langue de la Champagne historique. La Maison du folklore de Champagne œuvre pour mettre en valeur la culture et surtout le parler champenois, une langue locale en voie d'extinction qui vit toujours au travers de quelques expressions. Il ne reste que 30 locuteurs de champenois courant dans toute la région. Cependant, tout un chacun parle le champenois quotidien sans le savoir. La chanlatte, pour nous les champenois, c'est une gouttière. L'après-midi, c'est le tantôt. Le gamin qui mange rien, c'est le nachou. Le chat, c'est le marcou. Objectif pour l'association, permettre l'instruction du champenois dans certaines écoles publiques. Le Tintin champenois est une manière de faire parler du projet, mais aussi de créer des supports pédagogiques. Donc comment faire pour apprendre une langue quand on n'a pas de professeur ? Eh bien en apprenant de manière ludique aux professeurs tout autant qu'aux élèves. Et ça c'est un énorme boulot que nous avons commencé. Et en fait il y a un véritable engouement autour de cette langue. En cas de succès, un 3e et dernier album sera édité. Le Trésor de Rackham le Rouge est en cours de traduction. Vous connaissez bien évidemment les célèbres 24 heures du Mans, mais connaissez-vous les 24 heures miniatures? Cette course d'endurance rassemble une 50aine de pilotes autour d'un circuit miniature avec des voitures toutes petites. Écoutons 2 participants au micro de 7 à Limoges qui nous dévoilent les secrets de cette course. Il y a des difficultés particulières, comme la fin de ligne droite, il faut vraiment décélérer pour essayer de prendre les virages le plus régulier possible, sans freiner, parce qu'il y a un frein moteur, hein, ça reste des voitures avec des freins moteurs, chacun n'a pas la même stratégie. Les ravitaillements, il faut faire attention à la casse aussi, parce que plus il y a de casse, plus on va perdre des tours. Et puis on sera rétrogradé dans le classement. Freiner au bon moment, accélérer au bon moment. Est-ce que ça dérape aussi facilement? Eh oui, c'est pour ça qu'il faut bien doser, parce qu'on peut très bien se retrouver avec le châssis qui part un petit coup en arrière, un petit coup sur le côté. Des moteurs qui hurlent, des virages à pleine vitesse. Je vous présente maintenant le sidecar. Ce sport mélange équilibre, précision, confiance aussi. Une discipline à part où tout repose sur la complicité entre le pilote et son passager. Amateur de sensations fortes, ce reportage est pour vous. Des images proposées par Puissance Télévisions. Le sidecar, un sport d'équilibre, de précision et de confiance. Une discipline exigeante que vivent Rudy et Stéphane depuis plusieurs années. Passionnés de mécanique et de sensations fortes, ils ont découvert le sidecar presque par hasard, avant d'y plonger corps et âme. La passion est là depuis très petit, grâce au cousin de ma compagne qui faisait du sidecar. Il a pu me faire rentrer dans le milieu du sidecar et me trouver un pilote dès le départ et j'ai accroché direct. J'aime mieux être en sidecar à l'heure actuelle que faire de la moto maintenant. Un sport à part où tout repose sur la complicité. Le pilote gère la trajectoire, la vitesse, les appuis. Le passager, lui, devient le véritable contrepoids se déplaçant dans le panier pour garder l'équilibre à chaque virage. Un travail d'équipe millimétré où la moindre erreur se paye. Quand on va vraiment chercher de la motricité, on va vraiment se pencher et descendre avec 3 appuis. Il n'y a pas une peur une angoisse de frôler le sol ou quoi? Le sol, on le frotte souvent. Le but, c'est de rentrer dans les 4-5 premiers. Pour notre première, ça serait vraiment pas mal. Je pense avoir les capacités, avec mon pilote, de rentrer dans les 4-5 premiers. Ça serait pas mal. C'est un bon objectif. Les moteurs grondent et la tension est à son comble quand vient le top départ. Dès les premiers mètres, Rudy et Stéphane donnent tout. Ils se positionnent directement en 2e place. Les trajectoires sont propres, les freinages précis et les conditions sont parfaites pour libérer toute la puissance du sidecar. Virage après virage, le duo tient bon. Rien ne les fera décrocher de cette seconde position. L'émotion est là, palpable. Forcément beaucoup d'émotions et puis faire c'est notre vraie première manche qu'on fait ensemble. Ouais, c'est cool, c'est cool. Désormais, une belle pause hivernale les attend, de quoi recharger les batteries avant de remettre les gaz sur le terrain dès le mois de mars prochain.
Et puis c'est un véritable prodige que je vous présente désormais. À seulement 10 ans, Jules est déjà champion de France de puzzle. Une véritable passion pour ce jeune homme qui analyse et trouve la solution avec une rapidité, vous allez le voir, déconcertante, loin devant tous les adultes. Découvrons ses secrets grâce à la dépêche du midi qui a pu le rencontrer. Regardez. La plupart du temps, il faut commencer par les bords. Mais si les bords ils sont tous de la même couleur, c'est mieux de commencer par le reste. J'essaye de regarder toutes les pièces. Je me trie quelques parties. Il est compliqué là. Alors, fini! Merci d'avoir partagé cette rétrospective avec nous. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous et une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir.